Moins 33% depuis ses plus hauts, le cours de l'action PepsiCo a plongé sur les 15 derniers mois. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite analyse de l'entreprise pour savoir si l'action est une opportunité ou non à l'heure actuelle. Est-ce que les fondamentaux sont toujours là? Et surtout, est-ce qu'elle peut être intéressante dans un portefeuille d'actions à dividendes? Avant de commencer cette vidéo, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me permet de gagner un peu en visibilité et de ton côté, ça te permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Pour cette analyse, on va se retrouver sur mon écran. Je vous ai préparé un petit fichier où j'ai mis l'ensemble des informations concernant l'analyse fondamentale en fait de l'entreprise PepsiCo. Et donc on va voir dans un premier temps l'action, on va parler de l'entreprise, ses objectifs, on va voir le cours de l'action, ses chiffres, l'actionnariat, les actions en circulation, on va parler ensuite de la rentabilité, son avantage concurrentiel, l'endettement, le dividende, la valorisation. Et pour terminer, on fera un petit bilan et je vous donnerai mon avis sur l'action PepsiCo. PepsiCo qui est, je crois, la première ou deuxième valeur de mon portefeuille en termes de pondération, d'accord. J'ai un PRE actuellement aux alentours des 148 $, et c'est une action que je souhaite conserver pour le moment, et pourquoi pas peut-être renforcer pour du long terme. Donc concernant l'action PepsiCo, vous la retrouverez sous le ticker PEP au prix actuel de à peu près 129 $. L'entreprise est cotée donc au Nasdaq dans le secteur de la consommation courante, et la capitalisation boursière est d'à peu près 176 milliards de dollars à l'heure actuelle. Et les prochains résultats de l'entreprise seront annoncés le 9 juillet 2025. Donc PepsiCo, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une entreprise mondiale de boissons, d'aliments et de snacks qui propose une variété de plus de 500 marques très populaires comme Pepsi, Lay's, Tropicana, etc. etc. D'accord, il y a énormément de marques qui sont très populaires. Elle est présente dans plus de 200 pays, donc quasiment partout dans le monde, hein, pour ainsi dire. Et elle possède un réseau de distribution qui est très très important, que ce soit à travers des détaillants, des supermarchés, des magasins, ou encore sur Internet avec du e-commerce. L'entreprise elle a été fondée en 1898 et elle emploie quasiment 320 000 personnes à l'heure actuelle. Donc j'ai mis ici un petit représentatif des différentes marques les plus populaires de PepsiCo, donc certaines qu'on connaît déjà bien en France comme Lipton, Pepsi évidemment, Lay's, Cheetos, Doritos, etc., etc. Et après, il faut savoir que l'entreprise, elle a des marques qui sont propres à certains pays. Par exemple, en Amérique du Sud, vous allez retrouver des marques que vous ne retrouverez pas en Amérique du Nord ou encore en Europe. Concernant les objectifs de l'entreprise, il faut savoir qu'il y a pas mal, de bruit autour de l'entreprise, notamment récemment avec l'arrivée du nouveau ministre de la Santé aux États-Unis qui veut un petit peu tailler ce genre d'entreprise, d'accord, qui vendent des boissons, des snacks, des produits sucrés, etc. Qu'est-ce qu'elle fait PepsiCo? Eh bien, PepsiCo, c'est une entreprise qui s'adapte, d'accord. Je vous ai tiré ici quelques petites images qui proviennent de la présentation destinée aux investisseurs à la fin d'année 2024, donc qui a été faite par l'entreprise. Et donc, voilà, elle nous explique qu'en fait, les habitudes des consommateurs, elles évoluent au fil du temps, tendent de manière générale à un mode de vie plus sain, et ça, l'entreprise, elle l'a bien compris. Et justement, elle nous indique ici qu'elle souhaite renouveler un petit peu ses marques iconiques avec justement une réduction du sodium, donc du sel, réduction des graisses saturées, retirer également tout ce qui est colorant artificiel, d'accord. Donc encore une fois, dans un objectif d'avoir des produits plus sains, moins caloriques, etc. Donc elle nous en parle encore un petit peu plus loin dans sa présentation. Elle nous dit que voilà, elle cherche à avoir des produits qui soient plus nutritifs, plus variés, également qu'elle souhaite s'adapter à tout ce qui est portion control en fait, c'est-à-dire pouvoir proposer que ce soit des petits formats comme des formats familiaux, mais avec des plus petits emballages, de manière à pas forcément inciter les gens à consommer de très grosses quantités, mais plutôt à s'adapter aux différents types de clients qui existent. Et enfin, pareil, c'est une entreprise qui fait régulièrement des acquisitions. Vous avez fait également tout ce qui est partenariat, des investissements dans d'autres entreprises, et également des cessions. Donc voilà, elle a un portefeuille, comme je l'ai dit, de plus de 500 marques, et qui évolue vraiment continuellement au fil du temps, qui s'adapte un petit peu aux besoins et aux demandes des consommateurs. Donc PepsiCo, c'est une entreprise qui investit massivement dans son business, dans son développement, dans sa recherche, d'accord. Plus de 47% d'investissement en CAPEX entre 2018 et 2024. Et récemment, elle souhaite en fait se développer dans tout ce qui est aspect digital et utiliser tout ce qui est intelligence artificielle pour optimiser au maximum son business, sa chaîne d'approvisionnement, etc. Donc voilà, ça fait partie des objectifs aussi de l'entreprise dans un court et moyen terme. Et enfin, concernant l'allocation de son capital, elle souhaite avoir une allocation de son capital qu'elle définit de disciplinée, d'accord. Donc dans un premier temps, un premier objectif, ça va être d'investir dans son business, d'accord, investissement en CAPEX pour trouver des initiatives pour développer sa croissance, etc., etc. Deuxième point, payer et augmenter son dividende. Donc ça, pareil, très important quand on a un objectif, une stratégie dividende, d'accord, d'avoir des entreprises qui ont cette politique-là vis-à-vis du dividende par rapport à leurs actionnaires. Donc payer et augmenter un dividende, ça
53 années que l'entreprise augmente son dividende. Troisième point, réaliser des acquisitions, des partenariats et des cessions stratégiques, d'accord, encore une fois dans le but de renouveler régulièrement son portefeuille. Et quatrième point, les rachats d'actions. Concernant le cours de l'action, donc l'action PepsiCo sur le long terme, donc depuis 1968, ici sur le site de Invest, donc on a une performance de plus 17 000%, plus 34% sur 10 ans, un cours qui est quasiment flat sur les 5 dernières années, d'accord, plus 0,29%, moins 27% sur un an, moins 14% depuis le début de l'année, et moins 8% sur un mois. Donc récemment, on peut voir que l'entreprise, elle a pas mal subi au niveau du cours de son action. Donc je vous ai mis ici un petit comparatif sur 5 ans par rapport à l'un de ses principaux concurrents, Coca-Cola. D'accord, on peut voir que Coca-Cola a très bien performé par rapport à PepsiCo depuis mi-2024. Et le S&P 500, pareil, sur 5 ans, qui fait une très belle performance par rapport à PepsiCo. Donc voilà, on est potentiellement ici sur un prix d'achat qui va être intéressant. On le verra un petit peu plus tard dans la valorisation. Mais voilà, en tout cas, c'est bien de comparer un petit peu à l'indice de référence et à ses concurrents. On va parler maintenant des chiffres de l'entreprise. Donc au niveau de son chiffre d'affaires, on peut voir qu'on a un chiffre d'affaires qui est en hausse quand même constante sur les 5 dernières années, avec un petit ralentissement ici de l'activité entre 2023 et 2024, une toute petite hausse seulement. Et donc on peut voir que son chiffre d'affaires, il se répartit de manière géographique comme ceci, 60% en Amérique du Nord, donc très grosse partie de son chiffre d'affaires qui est réalisé en Amérique du Nord, c'est l'un de ses, voilà, c'est son plus gros marché, 15% en Europe, 13% en Amérique latine. Elle est aussi développée dans tout ce qui est Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud à 7% de son chiffre d'affaires et 5,3% dans tout ce qui est Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 200 pays. Donc l'entreprise, elle est vraiment quand même bien diversifiée et elle cherche à toucher un maximum de clients. Pour continuer au niveau des chiffres, donc on a ici le résultat net qui, pareil, est en croissance sur les 5 dernières années, qui a tendance à ralentir un petit peu ici entre fin 2024 et 2025. Pareil, au niveau du bénéfice net par action, l'évolution elle est sensiblement la même que le résultat net. Et enfin, le free cash flow, on peut voir que l'entreprise elle est assez constante dans son free cash flow avec une très légère augmentation, d'accord. On était à 4,58 $ de free cash flow par action en 2020, on est à 5,28 ici en 2025. Donc voilà, l'entreprise elle continue de faire des acquisitions en utilisant du cash, ou en utilisant de la dette, d'accord. Mais au niveau de ses réserves de trésorerie, ça reste plutôt stable. Je vous ai mis ici les prévisions qui ont été faites par les analystes concernant les 3 prochaines années, donc 2025, 2026 et 2027. On a un chiffre d'affaires qui devrait approcher les 100 milliards de dollars en 2027, un bénéfice net par action qui devrait dépasser les 8 $ en 2027, avec un dividende qui devrait logiquement continuer d'augmenter. Il y a juste en 2025, on devrait avoir voilà, une petite pause au niveau des bénéfices et du chiffre d'affaires. Ça devrait stagner un petit peu par rapport à 2024. Concernant l'actionnariat de l'entreprise, bon, comme beaucoup de très grosses entreprises américaines, c'est souvent détenu en grande partie par les institutionnels, d'accord. Et on peut voir que ce soit au niveau des institutionnels ou des insiders, donc les entités stratégiques, c'est-à-dire les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, c'est une augmentation de plus 9,8% de leur position sur la dernière année. Et on peut voir aussi que les investisseurs particuliers augmentent leur position dans PepsiCo sur la dernière année. Donc, je n'ai pas les chiffres ici, mais dans tous les cas, c'est plutôt positif. Au niveau des rachats d'actions, donc comme on peut le voir ici, l'entreprise rachète régulièrement ses actions depuis, en tout cas 2015 ici. Alors, comme je vous le disais, c'est pas beaucoup. On était à 1,39 milliard d'actions ici en 2020. On est à 1,37 en 2025. Donc voilà, c'est des petits rachats d'actions, mais rachats d'actions quand même, donc c'est toujours positif. Et en tant qu'investisseur, ça fait toujours plaisir. On va parler maintenant de la rentabilité, donc au niveau des marges brutes. Donc PepsiCo, on a des marges brutes aux alentours de 60%, une marge nette aux alentours des 10% sur les 5 dernières années. Et si on compare à l'un de ses principaux concurrents, donc Coca-Cola, Coca-Cola fait une marge brute qui est un tout petit peu moins bonne que PepsiCo, ici aux alentours des 53-54%. Par contre, qui réalise une meilleure marge nette, 23-25% à peu près pour Coca-Cola. Donc une entreprise qui est un petit peu plus rentable ici que PepsiCo. On va parler maintenant de l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Donc, je vais vous parler du ROE, ROA, ROIC, ainsi que le WACC, c'est-à-dire le coût moyen pondéré du capital. Donc concernant d'abord le ROE, on est sur 49,6% pour PepsiCo, 41,5% pour Coca-Cola, donc c'est un petit peu mieux pour PepsiCo au niveau de la rentabilité de ses capitaux propres. Au niveau de la rentabilité des actifs, on est à 9,35% pour PepsiCo, 10,6% pour Coca, donc c'est sensiblement la même chose. Et au niveau du ROIC, à peu près pareil, on est à 12,3% ici pour PepsiCo, 14,6% pour Coca-Cola. Évidemment, c'est des chiffres, plus ils sont hauts, mieux c'est pour l'entreprise.
Et ici, à mon sens, ça reste quand même très très correct, notamment par rapport à son principal concurrent. Et je vous ai mis donc le détail ici du WACC par rapport au ROIC, c'est-à-dire ce calcul-là, en fait, il nous donne le coût moyen pondéré du capital, donc le WACC ici en jaune, et le ROIC, c'est-à-dire la rentabilité sur capital investi en vert. Ce qu'on aime voir, c'est une entreprise qui a un ROIC plus élevé que son coût moyen pondéré du capital, donc c'est bien le cas ici. Parlons maintenant de l'endettement de l'entreprise, donc on a des ratios d'endettement qui ne sont pas parmi les meilleurs qui existent dans les entreprises. On est à un ratio debt to equity, j'aime bien avoir un ratio inférieur à 1, ici on est à 2,64, donc c'est plus élevé que les entreprises du secteur. Ratio debt to EBITDA, j'aime bien avoir un ratio inférieur à 3, donc ici c'est à peu près bon, mais attention quand même, ça reste assez limite. Au niveau de la dette totale de l'entreprise, on peut voir que ça évolue tranquillement, d'accord, on était à 45 milliards de dettes ici en 2020, ensuite l'entreprise a réduit un petit peu sa dette et puis c'est remonté ici entre 2023 et 2025, d'accord. Et au niveau des actifs de l'entreprise, parce que c'est toujours intéressant de regarder les actifs de l'entreprise par rapport à sa dette, est-ce qu'elle acquiert de nouveaux actifs par rapport à la dette qu'elle lève en contrepartie? Donc on peut voir qu'ici c'est le cas, on était à 92 milliards de dollars d'actifs en 2020, on est à 101 milliards en 2025, donc c'est plutôt positif, d'accord, l'entreprise s'endette, mais elle s'en sert pour acquérir de l'actif. Concernant maintenant le dividende de l'entreprise, donc on est sur un rendement actuellement aux alentours des 4,4%. Donc si on regarde sur les 15 dernières années, bon, on va regarder surtout ici depuis 2010, on peut voir qu'on avait un rendement qui était aux alentours des 2,8, 3,2%, d'accord. Et là, avec la récente chute du cours de l'action, eh bien, le rendement a augmenté, sachant que l'entreprise n'a pas baissé son dividende, elle a même continué de l'augmenter. Donc, ça peut indiquer une sous-valorisation de l'action. Encore une fois, attention, ce n'est pas le seul critère à prendre en compte, mais c'est toujours intéressant à regarder. Donc, on est sur un dividende de 5,69 $ par action, un payout ratio qui est un petit peu élevé ici sur les 12 derniers mois, puisqu'on est passé à 83% de payout ratio. Donc, pour rappel, le payout ratio, c'est le pourcentage de bénéfices qui va être distribué aux actionnaires. Donc ici, 83% du bénéfice net va aux actionnaires sous forme de dividendes. On était aux alentours des 70-75% sur les 4-5 dernières années. Ça a un petit peu augmenté ici, donc attention à surveiller. Le dividende, il est versé depuis 54 ans et il est augmenté depuis 53 années consécutives. Le rendement moyen du secteur, on est aux alentours des 3%, d'accord. Donc PepsiCo a un rendement supérieur à son secteur d'activité, donc ça peut être toujours intéressant pour nous en tant qu'investisseurs dans les actions à dividendes. Concernant la croissance moyenne sur 5 ans, on est à plus 7% par an au niveau du dividende, donc un dividende qui croît en moyenne ici entre 6 et 7,8%, 9% ici, d'accord. Donc on a quand même une belle croissance du dividende sur 5 ans, ça bat largement l'inflation, donc c'est tout ce qu'on veut. Le dividende, il est bien couvert par le bénéfice net par action. En revanche, attention, il n'est pas couvert par le free cash flow par action. Et l'entreprise met à peu près 6 jours pour retrouver son prix d'avant détachement du dividende. Parlons maintenant un petit peu de la valorisation de l'entreprise. Donc on est sur un PER actuel de 16,20, 16,71 pour le secteur en moyenne, d'accord. Donc l'entreprise est à un PER un petit peu inférieur à son secteur d'activité. Et par rapport aux 5 dernières années, on peut voir qu'on avait un PER qui était aux alentours des 28, 26 ici. Et là, on est actuellement donc à 16. Donc la moyenne sur 5 ans, elle était de 24, on est actuellement à 16. Ça veut dire que l'entreprise indique potentiellement une sous-valorisation. Donc concernant justement la croissance de l'entreprise, les analystes estiment une croissance des bénéfices d'à peu près 6,5% dans les années à venir. Donc c'est ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, d'accord, dans l'analyse. Et donc je vous ai mis ici les différentes estimations des analystes qui ont pu être faites par rapport à la valeur intrinsèque de l'action. Donc on peut voir qu'on est aux alentours ici de 150 pour Interactive Broker, 160 pour Stock Analysis, 160 pareil pour MarketBeat, 148 pour TipsRank, Fair Value estimé à 170 $ pour Morningstar, donc c'était ici en février 2025. Pour Zone Bourse, on est à 151 $. Et pour Guru Focus, on est sur une sous-évaluation de l'action d'à peu près 30%, puisqu'elle a un prix cible de 176,7 $. Donc voilà, de manière générale, les analystes estiment que l'action devrait se trouver à son prix juste aux alentours des 155, 160 $. Enfin, je vais vous donner mon avis personnel sur l'action PepsiCo. Donc j'ai fait ça sous forme de notation, d'accord. L'entreprise en elle-même, j'ai donné la note de 9 sur 10. C'est une entreprise qui est là depuis plus de 100 ans. Elle propose une gamme de produits qui est en constante évolution, d'accord, qui s'adapte aux habitudes des consommateurs. L'entreprise fait régulièrement des achats, des acquisitions, d'accord, dans d'autres types d'entreprises. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'entreprise qui ne se repose pas sur ses acquis, d'accord, et qui continue
d'évoluer et d'investir évidemment dans sa croissance. C'est une entreprise qui est très très bien diversifiée, d'accord, plus de 200 pays touchés, plus de 500 marques, donc voilà, c'est quand même très très positif pour l'entreprise. Elle figure parmi les leaders de son secteur, évidemment. Au niveau des chiffres, donc pareil, j'ai mis la note de 9 sur 10, puisqu'on a quand même un petit ralentissement sur, on va dire, les 15 à 24 derniers mois à peu près. Donc attention, il faut voir un petit peu comment ça va évoluer au fil du temps. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, d'accord, l'inflation, le changement dans les habitudes des consommateurs, le fait aussi que l'entreprise doive un petit peu réajuster ses produits, d'accord, ça prend du temps, ça coûte aussi de l'argent. Donc tout ça, c'est quand même des choses à prendre en compte. Mais dans l'ensemble, pour moi, les chiffres sont quand même plutôt bons pour l'entreprise. Au niveau de l'endettement, j'ai mis la note de 6 sur 10. Attention, il y a une entreprise qui est un petit peu endettée. Alors PepsiCo, c'est une entreprise qui est très mature. Si on regarde l'évolution de sa dette dans le temps, elle évolue tranquillement. En parallèle, on a des actifs qui évoluent aussi tranquillement. Donc ça veut dire quand même que l'entreprise s'endette, mais elle acquiert régulièrement de nouveaux actifs. Donc c'est quand même positif. Mais attention, voilà, il faudrait que l'entreprise pense aussi à réduire un petit peu sa dette au fil du temps. Voilà, pour l'instant, c'est pas dramatique, c'est pas alarmant dans l'immédiat, mais attention quand même, c'est un indicateur à surveiller. Au niveau du dividende, j'ai mis la note de 9 sur 10, puisqu'on a un dividende qui est quand même versé depuis plus de 50 années consécutives. C'est l'une des priorités de la politique de l'entreprise, d'accord. Attention quand même au payout ratio qui commence à être un petit peu élevé à mon sens. Donc voilà, on va voir un petit peu au fil du temps comment l'entreprise va évoluer vis-à-vis de ça. Il faudrait peut-être qu'elle réduise un petit peu l'augmentation de son dividende chaque année pour rester quand même dans un payout ratio assez correct. On a quand même une croissance de 7% par an sur les 5 dernières années, donc c'est quand même très positif pour moi concernant le dividende. Et au niveau de la valorisation, donc j'ai mis la note de 9 sur 10, puisqu'on est sur un prix actuel qui me semble quand même largement sous-évalué par rapport au potentiel de croissance de l'entreprise à long terme. Alors évidemment, on n'est pas sur une entreprise du secteur de la tech, d'accord, c'est une entreprise très défensive, il ne faut pas s'attendre à faire du plus 100, plus 150% sur 12 mois, mais en revanche, en fonds de portefeuille, pour une stratégie dividende, je trouve qu'à l'heure actuelle, au rendement actuel et avec les fondamentaux de l'entreprise, je pense qu'on est sur un achat qui peut être intéressant aux alentours des 130 $, donc le prix actuel de l'action. Et à mon sens, ce n'est que mon avis personnel évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement ni quoi que ce soit, je pense que sur le moyen terme, donc d'ici 5-10 ans, l'entreprise pourrait très largement remonter sur ces niveaux 160, 180, voire 200 $ à long terme, si elle continue dans cette optique-là de se renouveler continuellement et de s'adapter évidemment aux habitudes des consommateurs. Donc voilà les poulets, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit format d'analyse vous aura plu. Encore une fois, ce n'est pas une grosse analyse détaillée, on va regarder ici les principaux points clés de l'entreprise, je vous donne également mon avis et mon ressenti, mes convictions d'accord, vis-à-vis de cette entreprise. Encore une fois, j'ai essayé d'être le plus neutre possible, même si c'est une entreprise qui est très présente dans mon portefeuille et que j'apprécie particulièrement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime juste en dessous. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si cette entreprise est dans votre portefeuille ou si elle vous intéresse actuellement au prix actuel. Et puis voilà les poulets, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.